Vous avez été trompé. Dès le tout premier jour, lorsque vous avez ouvert un manuel d'histoire ou vu une belle carte postale avec des gondoles, on nous a menti toute notre vie à propos de Venise. Cette ville n'est pas seulement la capitale romantique du monde ou une merveille de l'architecture médiévale. C'est un lieu de crime, un lieu de falsification d'ingénierie gigantesque, effrontée et cynique, dont l'ampleur fait dresser les cheveux sur la tête. Réfléchissez un instant. Arrêtez-vous simplement et réfléchissez. Une ville de pierre pesant des millions de tonnes, des palais de marbre, des cathédrales, des places, des colonnes, tout cela se dresse au milieu d'un marais instable et putride, sur l'eau. La science officielle nous explique avec un sourire, tout cela repose sur des pieux en bois, sur du bois. On nous dit que des millions de troncs de mélèze ont été enfoncés dans une boue sale et salée, et que sur ce radeau, une civilisation a été construite. Croyez-vous sérieusement à cela? Mettons de côté les émotions et activons la logique froide et les mathématiques. Les historiens affirment que les pieux ne pourrissent pas depuis 1000 ans, car ils se trouvent dans un environnement anaérobie et auraient soi-disant pétrifié. Retenez ce mot, pétrifié. Cela semble pratique, n'est-ce pas? Mais tout ingénieur, tout biologiste, quiconque a ne serait-ce qu'une fois construit une clôture dans son jardin, vous dira que le bois dans l'eau est de la matière organique. Et la matière organique se décompose. L'eau salée, les bactéries, les micro-organismes, ils ne connaissent pas les décrets des historiens. Mais même si nous admettons un instant ce mythe absurde du mélèze éternel, une question se pose devant nous, qui réduit en poussière toute la chronologie officielle. D'où ont-ils tiré tant de bois? Prenons un seul bâtiment, la basilique Santa Maria della Salute. Les sources officielles écrivent sans gêne. Pour les fondations de cette église, 1 156 657 pieux en bois ont été enfoncés. Pensez à ce chiffre. 1 100 000 troncs. Ce n'est pas seulement un chiffre, c'est une forêt entière. Pour obtenir une telle quantité de bois d'œuvre, il faut abattre d'énormes massifs forestiers. Si l'on considère qu'environ 300 à 400 arbres adultes, aptes à la construction, poussent sur 1 hectare, alors pour une seule église, il aurait fallu détruire une forêt d'une superficie de près de 3000 hectares. Et maintenant, multipliez cela par toute Venise. Par des centaines de palais, des milliers de maisons, des quais, des ponts. Où cette forêt a-t-elle poussé? On nous dit, ils l'ont apportée des Alpes, de Slovénie, de Croatie. Imaginez la logistique du Moyen-Âge. Pas de chemin de fer, pas de camions, pas de grues. Comment transporteriez-vous des millions de tonnes de bois par des routes de montagne jusqu'à la mer? En charrette? Un cheval peut tirer un certain poids. Combien de chevaux faudrait-il? Des milliers? Des dizaines de milliers? Comment les nourrir? Qui a organisé cette livraison? Ce n'est pas une simple construction, c'est une opération logistique du niveau d'une corporation mondiale moderne. Mais on nous dit que c'était l'œuvre de personnes à moitié illettrées en sabots, fuyant les barbares. Allons plus loin. La technologie d'enfoncement. Avez-vous déjà vu comment on enfonce des pieux aujourd'hui? C'est fait par des marteaux pilants diesel géants. Et comment cela se faisait-il à l'époque? Manuellement? Avec une masse? Admettons. Faisons le calcul. Pour enfoncer manuellement un pieu dans un sol visqueux à la profondeur requise, une équipe d'hommes robustes a besoin d'au moins 1 heure, voire plus, compte tenu de la résistance du sol et du nivellement. Il y a 24 heures dans une journée. Même en travaillant 24 heures sur 24, sans sommeil ni nourriture, une équipe enfoncerait 24 pieux. Pour 1 million de pieux, une seule équipe aurait besoin de plus de 114 ans de travail ininterrompu. 114 ans, rien que pour les fondations d'une église. Et il y avait des milliers d'équipes qui travaillaient là-bas. Où vivaient-elles? Sur des radeaux? Où allaient-elles aux toilettes?
Où prenaient-elles leur nourriture? Venise est une ville qui, mathématiquement, n'aurait pas pu être construite avec les méthodes et dans les délais qu'on nous donne. On essaie de nous convaincre que des réfugiés de l'Empire romain, fuyant les Huns, se sont enfuis dans un marais et, n'ayant rien d'autre à faire, y ont construit une mégalopole de marbre qui tient depuis 1000 ans. C'est un mensonge. C'est un mensonge éhonté qui cache quelque chose de bien plus terrible. Pourquoi personne ne se pose la question « Pourquoi construire dans un marais de toute façon ?» Pourquoi se créer de telles difficultés insupportables alors qu'il y a de la terre ferme à côté? La construction sur l'eau coûte des dizaines, des centaines de fois plus cher. C'est un suicide économique. Aucun dirigeant sensé ne gaspillerait des ressources pour créer une île artificielle s'il n'avait pas les technologies pour le faire rapidement et à moindre coût. Et si les pieux avaient toujours été là? Ou si ces pieux n'étaient pas simplement du bois? Des analyses indépendantes récemment menées montrent une étrange structure des matériaux qui composent les fondations de certains bâtiments. Ce n'est pas tout à fait du bois et pas tout à fait de la pierre. Cela ressemble à du béton géopolymère que les anciens savaient fabriquer et dont le secret a été perdu ou délibérément caché. Mais l'histoire officielle s'accroche à la version du Mélèze comme à une bouée de sauvetage. Car si l'on admet que les fondations de Venise sont une pierre artificielle de haute technologie, ou le résultat du travail d'une civilisation complètement différente, tout le château de cartes de la chronologie s'effondrera. Regardez les vieilles gravures et cartes. Venise y apparaît déjà achevée. Il n'y a pas d'image de chantier gigantesque où des milliers de personnes enfoncent des pieux. La ville est simplement là, comme s'il avait fait surface ou si l'eau était venue à lui. Et c'est ici que nous abordons le plus intéressant. À la théorie qu'on craint de discuter dans les départements universitaires. Et si Venise n'avait pas été construite sur l'eau? Et si Venise était une ville antédiluvienne, qui se tenait sur la terre ferme, mais qu'à la suite d'une catastrophe mondiale, de ce déluge ou de cette inondation de boue, le niveau de l'eau avait monté et que les premiers étages avaient été submergés? Cela explique tout. Et l'absence de forêt que personne n'aurait coupée, et l'absence de millions d'esclaves avec des marteaux, et les portes étranges qui mènent directement dans l'eau. Avez-vous remarqué ces portes? Des entrées luxueuses, à moitié submergées, auxquelles on ne peut accéder qu'en bateau. On nous dit « c'est ainsi que cela a été conçu ». Sérieusement? Une entrée principale où clapote de l'eau sale et où nagent des rats? Les architectes du passé étaient des esthètes. Ils construisaient en tenant compte du nombre d'or. Ils s'y connaissaient en beauté. Construire une porte d'honneur dans l'eau, c'est un non-sens. C'est un signe que le niveau de l'eau a changé, que la ville a coulé. Nous regardons Venise et y voyons du romantisme, alors que nous devrions y voir une tragédie. Nous voyons les conséquences d'une catastrophe d'ampleur planétaire que l'on nous a cachée en inventant un conte sur des Italiens travailleurs et un Mélèze magique. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Si l'on creuse plus profondément dans les rapports d'ingénierie des 19e et 20e siècles, lorsque des restaurations ont été effectuées, des faits qui sont tout simplement inimaginables refont surface. Il s'avère que sous de nombreux bâtiments, il n'y a pas du tout de pieux au sens où on nous l'explique. Il y a des dalles, d'énormes dalles monolithiques dont l'origine est impossible à déterminer. Qui les a coulées? Comment les ont-elles été livrées? Ou bien cette ville a-t-elle été imprimée par une imprimante 3D des dieux et nous marchons maintenant sur ces ruines en inventant des explications absurdes? Observez attentivement les étages inférieurs des palais vénitiens. Ouvrez simplement n'importe quelle photo où le bord de l'eau est visible et zoomez sur l'image. Que voyez-vous? Vous voyez des fenêtres qui, à moitié, voire entièrement, disparaissent sous l'eau verte et trouble. Vous voyez des embrasures de portes dont les seuils sont léchés par les vagues.
On essaie de nous convaincre que c'est une conception si géniale des architectes du passé. Soi-disant, les Vénitiens, ces grands maîtres, construisaient délibérément les premiers étages de manière à ce qu'ils soient constamment inondés. On nous dit que ce sont des portes d'eau pour les bateaux, des entrées d'honneur pour les invités. Mais permettez-moi, tout constructeur, même le plus inexpérimenté, sait que l'eau est l'ennemi principal de la pierre et de la brique. L'absorption capillaire de l'humidité détruit la maçonnerie en quelques décennies. Les architectes anciens étaient-ils si stupides qu'ils concevaient des palais coûtant une fortune avec un mécanisme d'autodestruction planifié? Ou y a-t-il autre chose ici que l'on nous cache? La réponse est sous nos yeux. Ces bâtiments n'ont pas été construits sur l'eau. Ils ont été construits sur la terre ferme. Ce que nous appelons aujourd'hui des canaux, ce sont d'anciennes rues. Des routes pavées ordinaires, où les gens marchaient, les charrettes roulaient et les chevaux galopaient. Le Grand Canal n'est pas un bras de mer naturel, c'est une large avenue centrale d'une ancienne mégalopole qui s'est retrouvée inondée. Si l'on accepte cette version, toutes les absurdités architecturales disparaissent instantanément. Les fenêtres des premiers étages deviennent des fenêtres normales, par lesquelles la lumière du soleil pénétrait dans les pièces, et non une boue fétide. Les portes deviennent des entrées normales depuis la rue. Venise est un exemple classique, un cas d'école, d'une ville ayant subi une élévation catastrophique du niveau de l'eau ou un affaissement brutal d'une partie du continent. Mais l'histoire officielle refuse de le reconnaître, car il faudrait alors réécrire la chronologie et admettre le fait d'un cataclysme mondial très récent. Parlons des matériaux et de la logistique qui ferait bouillir le cerveau de n'importe quel ingénieur. Venise n'est pas seulement construite en briques, mais aussi en pierre d'Istrie. C'est un calcaire dense, incroyablement lourd, qui n'absorbe pratiquement pas l'eau. Il était acheminé d'Istrie, de l'autre rive de l'Adriatique. La distance par mer est de centaines de kilomètres. Encore une fois, sortons la calculatrice. Pour construire des quais gigantesques et revêtir des centaines de palais, des millions de tonnes de pierre ont été nécessaires. Des millions. Pensez au poids d'un seul bloc. Ce n'est pas une brique que l'on peut jeter à la main. Ce sont des blocs de plusieurs tonnes. Comment les chargeait-il sur des voiliers médiévaux en bois? Avait-il des grues portuaires? L'hydraulique? Ou encore une fois les milliers d'esclaves et de cordes mythiques? Charger un bloc de plusieurs tonnes sur un navire instable est une tâche d'ingénierie de la plus haute complexité, même aujourd'hui. Un déplacement du centre de gravité de 10 cm et le navire chavire. Et il transportait cela par millions de tonnes, sans perte, par temps de tempête. Cela ressemble à un conte de fées, mais le plus effrayant n'est même pas la pierre. Le plus effrayant, c'est l'assainissement. Vous êtes-vous déjà demandé où allaient les déchets humains dans une ville construite sur l'eau, au Moyen Âge? La version officielle dit que tout était simplement déversé dans les canaux et que les marées emportaient la saleté vers la mer. Autrement dit, les Vénitiens vivaient littéralement sur une fosse d'aisance. Émanations, bactéries, peste, choléra. Les anciens architectes étaient-ils si stupides qui concevaient des palais coûtant une fortune avec un mécanisme d'autodestruction planifié? Ou y a-t-il autre chose ici que l'on nous cache? La réponse est littéralement à la surface. Ces bâtiments n'ont pas été construits sur l'eau. Ils ont été construits sur la terre ferme. Ce que nous appelons aujourd'hui des canaux, ce sont d'anciennes rues. Des routes pavées ordinaires où les gens marchaient, les charrettes roulaient et les chevaux galopaient. Le Grand Canal n'est pas un bras de mer naturel. C'est une large avenue centrale d'une ancienne mégalopole qui s'est retrouvée inondée. Si l'on accepte cette version, toutes les absurdités architecturales disparaissent instantanément. Les fenêtres des premiers étages deviennent des fenêtres normales, par lesquelles la lumière du soleil pénétrait dans les pièces et non une boue fétide. Les portes deviennent des entrées normales depuis la rue. Venise est un exemple classique, un cas d'école, d'une ville ayant subi une élévation catastrophique du niveau de l'eau ou un affaissement brutal d'une partie du continent.
Mais l'histoire officielle refuse de le reconnaître, parce qu'il faudrait alors réécrire la chronologie et admettre le fait d'un cataclysme mondial très récent. Parlons des matériaux et de la logistique qui feraient bouillir le cerveau de n'importe quel ingénieur. Venise est construite non seulement en briques, mais aussi en pierre d'Istrie. C'est un calcaire dense, incroyablement lourd, qui n'absorbe pratiquement pas l'eau. Il était acheminé d'Istrie, de l'autre rive de l'Adriatique. La distance par mer est de centaines de kilomètres. Encore une fois, sortons la calculatrice. Pour construire des quais gigantesques et revêtir des centaines de palais, des millions de tonnes de pierre ont été nécessaires. Des millions. Pensez au poids d'un seul bloc. Ce n'est pas une brique que l'on peut jeter à la main. Ce sont des blocs de plusieurs tonnes. Comment les chargeait-il sur des voiliers médiévaux en bois? Avait-il des grues portuaires? L'hydraulique? Ou encore une fois les milliers d'esclaves et de cordes mythiques? Charger un bloc de plusieurs tonnes sur un navire instable est une tâche d'ingénierie de la plus haute complexité, même aujourd'hui. Un déplacement du centre de gravité de 10 cm et le navire chavire. Et il transportait cela par millions de tonnes, sans perte, en conditions de tempête. Cela ressemble à un conte de fées. Mais le plus effrayant n'est même pas la pierre. Le plus effrayant, c'est l'assainissement. Vous êtes-vous déjà demandé où allaient les déchets humains dans une ville construite sur l'eau au Moyen Âge? La version officielle dit que tout était simplement déversé dans les canaux et que les marées emportaient la saleté vers la mer. Autrement dit, les Vénitiens vivaient littéralement sur une fosse d'aisance. Émanations, bactéries, peste, choléra. Dans de telles conditions, l'espérance de vie aurait dû être minimale, et les épidémies ne se seraient pas arrêtées un seul jour. Mais Venise prospérait. Elle était un centre de mode, d'arts et de luxe. La noblesse se promenait en velours, respirait la brise marine, et ne se pinçait pas le nez à cause de la puanteur des immondices en putréfaction sous les fenêtres. C'est impossible si le système d'assainissement fonctionnait comme les historiens nous le disent. Il existe des schémas d'anciens tunnels et collecteurs sous Venise dont les guides touristiques ne parlent pas. C'est un système hydrotechnique d'ingénierie extrêmement complexe qui n'aurait pu fonctionner que si la ville avait été initialement construite sur la terre ferme. Lorsque l'eau a monté, le système a été perturbé et la ville a dû être adaptée en urgence aux nouvelles conditions de survie. Ces fameux pieux dont on nous parle comme des fondations n'étaient peut-être qu'une tentative de renforcer des bâtiments déjà existants qui commençaient à s'affaisser dans un sol détrempé. Ce n'était pas une grande construction à partir de zéro, mais une opération de sauvetage de grande envergure. Une tentative de préserver les vestiges d'une civilisation qui disparaissait sous l'eau, sous les yeux de descendants stupéfaits. Et voici un autre fait qui ébranle la vision officielle du monde. L'eau potable. Venise n'a pas de source naturelle d'eau douce. Tout autour, c'est une lagune salée. D'où les 200 000 habitants tiraient-ils leur eau? On nous montre de beaux puits en pierre sur les places et on nous dit « ce sont des citernes pour la collecte d'eau de pluie ». Soi-disant, sous chaque place, un énorme réservoir rempli de sable pour la filtration est creusé. Cela semble ingénieux, mais avez-vous déjà essayé d'abreuver une mégalopole avec de l'eau de pluie? Les volumes de consommation sont énormes. Boissons, cuisine, lessive, besoins industriels des souffleurs de verre et des teinturiers. Les pluies sont abondantes en Italie, mais les sécheresses sont régulières. Faire dépendre l'existence d'un empire commercial des caprices de la météo, c'est un suicide stratégique. Aucun dirigeant sensé n'aurait pris un tel risque en construisant sa capitale. Les puits vénitiens ne sont pas de simples collecteurs de pluie. Ce sont les sorties d'un système incroyablement complexe, peut-être artésien, dont les technologies ont été perdues ou bloquées par une catastrophe. Ou bien ce sont les vestiges de l'infrastructure de l'époque où la ville faisait partie du continent et avait accès à des aqueducs. Nous ne voyons que la pointe de l'iceberg, les têtes de puits en pierre décorées, et inventons des explications primitives à leur fonction. Les scientifiques adorent attribuer tout ce qui est incompréhensible à la collecte d'eau de pluie ou aux structures cultuelles.
lorsqu'ils ne peuvent expliquer la véritable fonction technique. Revenons au sol. La géologie de la lagune est une superposition de couches de vase, d'argile et de sable. La couche dure, appelée Caranto, se trouve à des profondeurs variables. Pour qu'un bâtiment tienne des siècles, les pieux doivent s'appuyer sur cette couche dure. Si les pieux ne l'atteignent pas, ils tiennent par frottement. Ce sont des pieux flottants. Pour des palais en pierre lourd, des pieux flottants dans une vase molle sont une garantie de destruction. Les bâtiments auraient dû bouger, se fissurer, s'incliner chaque année. Regardez les bâtiments modernes sur de mauvais sols. Ils craquent de toutes parts sans une dalle de béton. Et Venise tient. La plupart des lignes verticales sont parfaites. Comment est-ce possible sans géodésie, sans calcul précis des charges, sans béton armé? On nous parle de mélèze pétrifié. Mais le bois ne se transforme pas en pierre d'un claquement de doigts. S'il était réellement pétrifié, il deviendrait fragile et se briserait à la moindre vibration. Or, le bois ne fonctionne que tant qu'il est élastique. C'est une impasse logique. Soit les pieux ne sont pas en bois, soit les fondations sont conçues d'une manière complètement différente de ce que l'on nous raconte dans les manuels. Détournons-nous de l'eau et regardons les murs. De quoi est construite Venise? Elle est construite en briques, des milliards de briques d'argile cuite. Et ici commence un véritable drame de production que les historiens préfèrent ignorer. Pour produire une brique de qualité qui tiendra des siècles dans un environnement marin agressif, il faut de l'argile, du sable, de l'eau et surtout du feu. Il faut des fours industriels géants, maintenant une température proche de 1000 degrés pendant longtemps. Et maintenant, posez-vous une question simple. Où se trouvaient ces briqueteries? Dans une ville en bois, construite sur des pieux au milieu de la mer? Allumer un feu gigantesque dans de telles conditions est une folie. La moindre étincelle au vent, et Venise aurait brûlé jusqu'aux fondations. Donc, la brique était transportée. D'où? Du continent. Encore une fois, activons la logistique. Une brique standard pèse environ 4 kg. La construction d'un modeste palais de 3 étages nécessite environ un demi-million de briques. Cela représente 2000 tonnes de fret pour une seule maison. Venise compte des milliers de bâtiments. Nous parlons de dizaines, de centaines de millions de tonnes d'argile cuite. Imaginez la flottille qui aurait dû transporter cela. Ce n'est pas une flotte commerciale, c'est un convoyeur continu de barges de fret qui aurait dû fonctionner pendant des siècles, sans s'arrêter une minute. Où sont les restes de ces barges? Où sont les grues portuaires pour le déchargement? Où sont les documents concernant l'achat d'une quantité aussi colossale de carburant pour les fours? Pour cuire une telle quantité d'argile, il aurait fallu brûler toutes les forêts d'Europe 2 fois. Mais on nous dit que tout cela s'est produit de soi-même, silencieusement et discrètement, grâce aux artisans. Mais il y a un endroit à Venise qui défie l'entendement de tout ingénieur moderne, plus encore que les briques. C'est l'Arsenal. L'Arsenal de Venise. Officiellement, c'est la première usine du monde. On nous raconte qu'à son apogée, 16 000 personnes y travaillaient et qu'ils assemblaient une galère prête à l'emploi en une journée. Réfléchissez. Un jour, un navire de guerre. Même Henry Ford, avec sa chaîne de montage au XXe siècle, aurait envié une telle productivité. Assembler une structure d'ingénierie extrêmement complexe en bois, l'équiper de voiles, de canons, de gréements en 24 heures, manuellement, sans électricité, sans outils pneumatiques, sans machines à commande numérique, c'est techniquement impossible. Soit l'Arsenal utilisait des technologies qui nous est interdit de connaître, soit ces navires n'étaient pas construits, mais récupérés prêts à l'emploi de quelque part. Il existe des témoignages selon lesquels l'Arsenal possédait des mécanismes ne fonctionnant pas à la force musculaire. Et si l'Arsenal de Venise n'était pas un chantier naval, mais une base de réparation pour des équipements laissés par une civilisation précédente plus développée?
Des équipements que les nouveaux maîtres de la vie se contentaient de réparer et d'utiliser pour leurs besoins jusqu'à épuisement des ressources. Cela explique leur domination maritime. Ils n'étaient pas des navigateurs géniaux, ils ont simplement trouvé le garage des dieux et ont réussi à démarrer quelques machines. Et c'est ici que nous abordons le paradoxe démographique qu'il est impossible d'expliquer dans le cadre du programme scolaire. L'histoire de Venise et de l'Europe en général regorge de mentions d'épidémies de peste monstrueuses. La peste noire décimait la moitié de la population des villes. On nous dit que les rues étaient jonchées de cadavres et qu'il n'y avait personne pour enterrer les morts. Et puis, littéralement quelques dizaines d'années après un nouveau fléau, nous assistons à une croissance explosive de la construction. Qui construisait? Qui engendrait de nouveaux ouvriers? Une femme peut donner naissance à un enfant par an. Pour en faire un maçon ou un constructeur naval, il faut encore 15 à 20 ans. La ressource humaine se reconstitue extrêmement lentement. La démographie ne correspond pas au volume de travaux réalisés. Après une perte catastrophique de population, une période de déclin, de ruine et de désolation aurait dû s'installer pour des siècles. Et nous voyons la Renaissance, la résurgence, l'essor des arts et de l'architecture. C'est contre nature. C'est comme si, après une guerre nucléaire, des mutants survivants commençaient soudainement à construire des gratte-ciels en verre et en béton. D'où venaient ces gens? Ou n'étaient-ils pas tout à fait humains? Il existe une théorie effrayante, selon laquelle la population a été artificiellement reconstituée. Souvenez-vous des étranges peintures de cette époque, où sont représentés de nombreux nourrissons, littéralement élevés dans des capsules ou des récipients, ou trouvés dans des choux. Ce n'est pas qu'une métaphore. Et si, après une catastrophe mondiale qui a détruit la civilisation précédente, les nouveaux maîtres avaient utilisé des technologies de clonage ou d'incubation pour repeupler rapidement les villes vides de main-d'œuvre? Cela explique pourquoi l'histoire nous semble si courte et fragmentée. Nous, en tant qu'espèce, avons été relancés très récemment. Nous sommes les descendants de ceux qui ont été conçus en éprouvette pour entretenir l'infrastructure survivante. Nous regardons les masques vénitiens et pensons que c'est un carnaval. Et si le masque était un symbole d'anonymat? Un symbole de l'absence d'histoire, de mémoire, de personnalité sous celui-ci. La noblesse vénitienne, la soi-disant aristocratie noire, s'est toujours tenue à l'écart. Ils possédaient des connaissances inaccessibles à la populace. Ils connaissaient les secrets de la navigation, de la banque, de la production de verre et de miroirs. À propos, parlons du verre. Le verre de Murano. Ce ne sont pas de simples petits vases. Ce sont des technologies d'optique. Des lentilles, des miroirs, des matériaux transparents d'une pureté extrême. À l'époque où le reste du monde buvait soi-disant dans des tasses en argile, à Venise, on fabriquait des lentilles parfaites. Dans quel but? Seulement pour des lunettes? Ou pour des télescopes, des instruments géodésiques et, peut-être, des armes laser? Les secrets des souffleurs de verre étaient gardés sous peine de mort. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un secret commercial, mais le secret de l'origine des technologies. C'étaient des fragments de connaissances des anciens, qu'il fallait préserver à tout prix. Venise ressemble à un gigantesque entrepôt d'artefacts rescapés, une ville musée, que les barbares ont conquise et se sont approprié sa grandeur. Regardez les sculptures. Des voiles de marbre, des dentelles d'une finesse extrême, sculptées dans la pierre, des muscles, des veines. Les machines modernes ont du mal à reproduire cela. Et on nous dit que c'était l'œuvre d'un maître avec un ciseau et un marteau. Avez-vous déjà essayé de frapper du marbre avec un marteau? Un seul faux mouvement et tout se brisera. Faire une voile de pierre à la main est impossible. C'est soit du moulage, soit du fraisage 3D, soit un ramollissement de la pierre par un rayonnement inconnu.
Mais admettre cela, c'est admettre que nous avons régressé et non évolué. L'histoire officielle est un paravent. Elle vise à dissimuler le fait que nous vivons sur les ruines d'un monde qui était 1000 fois plus complexe et plus parfait que le nôtre. Nous sommes comme des enfants qui ont trouvé la télécommande d'une centrale nucléaire et l'utilisent pour casser des noix. Venise est cette télécommande. Et elle sombre lentement, emportant avec elle la vérité. Ou bien est-elle volontairement coulée? Car tant que ces murs subsistent, nous avons la preuve du mensonge. Dès qu'ils auront disparu sous l'eau, les preuves disparaîtront au sens littéral. Et personne ne pourra plus prouver que les pieux ne pourrissent pas, parce que ce n'est pas du mélèze, mais parce que ce n'est pas du bois du tout. Souvenez-vous de l'effondrement du Campanile en 1902. Il ne s'est pas incliné, ne s'est pas affaissé. Il s'est replié sur lui-même, proprement, verticalement, comme lors d'une démolition contrôlée, se transformant en une montagne de poussière de briques. Étrange pour un bâtiment qui aurait soi-disant simplement vieilli, n'est-ce pas? Et si on l'avait délibérément détruit? Et si l'on avait découvert à l'intérieur des dispositifs dont on ne pouvait expliquer le fonctionnement ou que l'on voulait cacher? Après cela, il a été rapidement reconstruit, à l'identique, mais peut-être déjà sans son contenu. Nous ne voyons qu'une enveloppe vide, un culte cargo. Nous imitons la forme, mais avons perdu l'essence. Nous faisons sonner les cloches là où résonnait autrefois une énergie capable de faire léviter des pierres. Et ce principe d'imitation est visible partout. Regardez la sculpture du lion ailé sur la place. C'est le symbole de Venise. Officiellement, il s'agit d'une coulée de bronze médiévale. Mais lorsque la statue a été envoyée en restauration et qu'une analyse spectrale a été effectuée, les scientifiques ont été déconcertés. La composition de l'alliage s'est avérée incroyablement complexe, avec des impuretés difficiles à obtenir, même dans les fours à vide modernes. De plus, la stylistique du lion ne correspond absolument pas à l'art européen de cette époque. C'est une chimère. C'est une bête biomécanique, ressemblant davantage aux machines de l'ancienne Assyrie ou de la Chine qu'à l'œuvre d'un maître italien. Il existe une version selon laquelle ce n'est pas une statue, mais un mécanisme pétrifié ou métallisé. Un ancien robot, un gardien, trouvé dans les ruines et érigé sur une colonne comme un trophée, en lui inventant le nom d'un saint. Ne vous trouble-t-il pas que Venise entière soit parsemée de symboles que nous qualifions de mythiques? Dragons, griffons, étranges hybrides d'hommes et d'animaux. Nous considérons cela comme la fantaisie d'artistes. Et si c'était de la documentation? Si avant la catastrophe, avant que le monde ne soit recouvert par une vague de boue et d'eau, le génie génétique était monnaie courante? Si ces créatures vivaient réellement parmi les hommes ou avaient été créées par eux comme serviteurs? Alors Venise se transforme, passant d'une ville romantique à un laboratoire de généticiens fous dont les conséquences des expériences ont été emportées par le déluge. Et c'est ici qu'entre en scène la supposition la plus effrayante. Pourquoi Venise sombre-t-elle? On nous dit réchauffement climatique, prélèvement d'eau des puits artésiens, absurdité. La ville sombre parce que le mécanisme qui la maintenait à flot, qu'il s'agisse d'antigravité, d'un coussin vibratoire ou d'une autre technologie oubliée, a cessé de fonctionner. La batterie est à plat, l'énergie a disparu. Et la lourde masse de pierre a commencé à obéir aux lois de la physique brute, s'enfonçant dans la vase. Ces mêmes pieux que les historiens nous jettent à la figure n'étaient peut-être que de simples électrodes de mise à la terre, ou des tiges de stabilisation, et non des structures porteuses. Qui a dit que Venise est ce que nous voyons au-dessus de l'eau? Rappelez-vous comment sont construits des gratte-ciels modernes. La partie souterraine n'est souvent pas inférieure en taille à la partie aérienne. Si Venise est la cime d'une mégalopole antédiluvienne, alors sous l'eau sont cachés des étages, des rues, des tunnels. Là, dans l'obscurité et la vase, se trouvent les réponses à toutes les questions.
Là se trouvent de véritables fondations, qui ne pourrissent pas, car elles ne sont pas faites de bois. On peut y trouver des bibliothèques conservées, des salles avec de la technologie, des dépôts de matériel génétique. C'est pourquoi il nous est interdit de plonger dans les canaux. Pas à cause de la saleté, ni du mouvement des bateaux à moteur, mais parce que n'importe quel plongeur avec une bonne lampe de poche pourrait voir ce qui détruirait l'histoire officielle en 1 seconde. Il verrait que les murs ne descendent pas de 2 mètres, mais de 20, 50, 100. Que les fenêtres se prolongent dans l'abîme. Que la ville ne repose pas sur le fond, elle pousse du fond, comme un récif corallien, créé par une intention intelligente. Cette pensée donne froid dans le dos. Nous vivons dans un monde de mensonges totaux. On nous a convaincus que nous sommes le sommet de l'évolution, que nous volons dans l'espace et avons créé l'iPhone. Mais nous ne pouvons même pas reproduire la maçonnerie qui aurait été réalisée à Venise au XIIIe siècle. Nous ne pouvons pas créer une brique qui résisterait 500 ans dans l'eau salée, sans se désagréger en sable. Nous avons dégénéré. Nous sommes des sauvages qui se sont installés dans un palais abandonné et brûlent le parquet pour se réchauffer. Nous regardons Venise et pensons aux mascarades de Casanova, alors que nous devrions penser à ceux qui ont vécu ici avant nous. Qui étaient ces géants de la pensée, capables de transformer un marais en paradis? Et où sont-ils passés? Ils ont été effacés, détruits, et leurs maisons ont été peuplées par nous, de petites personnes obéissantes avec une mémoire courte. On nous a donné une fausse chronologie, inventé des contes sur des pieux de Mélèze, sur des réfugiés des Huns, sur le grand commerce des épices. Tout cela pour que nous ne posions pas la question principale. À qui appartient réellement cette ville? Et s'ils ont pu construire une telle chose, qui a alors anéanti leur civilisation? Cet ennemi, cette force qui a orchestré la réinitialisation globale. Elle n'a pas disparu. Elle est ici. Elle nous observe à travers les caméras des touristes. Elle veille à ce que nous ne creusions pas trop profondément. Elle s'assure que les restaurateurs bouchent avec du ciment les joints réalisés selon des technologies inconnues et remplacent la pierre éternelle par de la pacotille bon marché. La substitution a lieu chaque jour. La Venise originale disparaît, se dissout, est remplacée par du papier mâché. Bientôt, il n'en restera qu'une carte postale. Et alors, il sera déjà impossible de prouver la vérité.